3 jours après que la paix fut jurée à Arras, la reine Isabeau mourut à Paris. Elle qui avait tenu un si grand état de reine, environnée de tant de magnificence, se trouvait dans ces derniers jours pauvre et méprisée. Les Anglais ne lui avaient tenu en aucune façon les promesses qu'ils lui avaient faites lorsque, par le traité de Troyes, elle leur avait donné le royaume de son fils. Depuis qu'elle eut livré son royaume aux ennemis et dépouillé son fils de son noble héritage, elle n'eut pas un jour de contentement. Elle passait son temps dans les larmes sans recevoir de personne pitié ni consolation. Ce lui fut pourtant un adoucissement à ses peines d'apprendre avant de mourir que la paix se faisait entre le duc de Bourgogne et son fils et qu'on allait voir finir cette guerre qu'elle-même avait allumée. Dans l'intérieur de la France était un grand nombre de compagnies qui passaient de lieu en lieu se tenant dans quelques forteresses et puis dans une autre lorsqu'on venait pour les assiéger ou que le pays était épuisé. Quelques-unes avaient des chefs bourguignons qui étaient surtout établis sur les frontières, mais il y en avait encore bien plus du parti français. Cela ravageait la Bourgogne. L'Aïr et Xaintrailles se tenaient presque toujours aux frontières pour combattre les Anglais. Toutefois, il ne se faisait point faute de piller et de ravager le pays. Jusqu'au traité d'Arras, ces compagnies s'étaient généralement appelées au nord de la Loire l'Union d'Armagnac. Après la paix, le pauvre peuple commença à les nommer les écorcheurs, car ils ne laissaient rien au lieu où ils avaient passé. En Languedoc et dans les pays du Midi, on désignait plutôt ces bandes de brigands sous le nom de routiers. Mais ces désordres ne rallumaient pas du moins la discorde et la méfiance entre les deux princes. Le roi était faible et porté à se peu soucier des choses, mais enfin il désavouait publiquement et avec grande sincérité tous ses attentats contre la paix. Le connétable, qui avait la plus grande part au gouvernement, mettait ses soins et sa sévérité à poursuivre et à punir les écorcheurs et les pillards. Il en faisait pendre autant qui lui en tombait sous la main. De son côté, le duc Philippe ne donnait pas moins loyalement ses ordres pour détruire les compagnies. Ainsi, rien ne troubla d'abord l'union du duc de Bourgogne avec la France. Elle devenait au contraire de plus en plus étroite. Le roi ne cessait de lui témoigner toute sa bienveillance. La conduite des Anglais était faite pour irriter le duc et resserrer son alliance avec la France. Du reste, il ne cherchait aucunement à faire la guerre. Tout son désir était de gouverner tranquillement et d'assurer à ses nombreuses seigneuries la jouissance de la paix. Ces villes de Flandre étaient toujours dans un état de rumeur, prêtes à éclater. Le duché de Bourgogne était ruiné. Les bonnes villes de Flandre avaient étalé toute leur puissance et leur richesse. Il semblait que rien ne leur eût jamais tant tenu au cœur que de prendre Calais sur les Anglais. Les Gantois surtout avaient montré un merveilleux empressement. Tout aussitôt après le conseil qu'ils avaient tenu avec leur seigneur, les échevins avaient ordonné à tous les bourgeois de la ville et à ceux des châtellenies de la campagne, qui n'étaient point vassaux du duc, de venir se faire inscrire et de se pourvoir d'armes et d'équipements, sous peine de perdre la bourgeoisie. Quand on eut ainsi inscrit tous les bourgeois en état de porter les armes, les échevins réglèrent ce que chaque ville et chaque village devaient fournir de gens, ce qui monta en tout à 17 000. Puis on disposa aussi ce que chaque ménage devait payer pour les frais de cette guerre. L'arme dont chaque bourgeois devait se fournir était une lance, ou s'il l'aimait mieux, il pouvait porter 2 maillets en plomb à manches courts. Les mêmes apprêts se firent avec la même ardeur à Bruges et dans les autres villes de Flandre. Tout y était en mouvement et en rumeur, on ne pensait qu'à la guerre. Les ouvriers ne travaillaient plus, ils passaient leur journée à dépenser dans les cabarets l'argent qu'ils avaient gagné auparavant. Sans cesse, ils étaient en querelle et en bataille, les uns avec les autres. Souvent, il y en avait de tués, personne ne pouvait en être obéi ni écouté. Au commencement de juin, le duc de Bourgogne s'en vint dans le plus simple appareil et sans aucune suite d'hommes d'armes faire la revue de cette armée des communes de Flandre et la mettre en route. Elle était de 30 000 combattants pour le moins. Elle prit sa route par Armentières et Hasbrouck lorsque le connétable de France vint visiter le duc de Bourgogne. Il le mena au camp de ses Flamands. C'était le plus magnifique aspect. Rien n'était si beau, si bien rangé, si étoffé que toutes ces tentes placées par ville, par métier, par compagnie avec leurs bannières.
L'artillerie, les équipages, les chariots se comptaient par milliers. Jamais troupe n'avait eu un bagage si complet sur chaque charrette. Il y avait jusqu'à un coq dans une cage afin de chanter les heures de la nuit et du jour. Les bourgeois étaient bien vêtus, bien armés, non point comme des chevaliers et des gens de guerre, mais à leur manière. Ils passèrent la revue devant le connétable et lui firent grande fête. Il s'arrêta avec le duc dans la tente de la ville de Gand. Là, ils prirent une collation et burent ensemble. Le connétable remercia les Flamands de leur bon accueil et leur recommanda de servir loyalement leur seigneur, puis il repartit. Il avait offert au duc de prendre part à l'entreprise. Tout dans cette entreprise semblait se faire par la volonté des Flamands, et il fallait avoir des ménagements envers eux, qui n'en avaient envers personne. Il n'y avait de butin que pour eux. Tout âpre au priage que fussent les Picards et les Bourguignons, ils ne pouvaient toucher à rien devant les Flamands. Ce qu'ils prenaient, ceci le leur ôtait, et s'ils se fâchaient, ils étaient maltraités. Si par hasard il y en avait quelqu'un qui déroba la moindre chose dans le camp ou dans les bagages des Flamands, il était tout aussitôt pendu. Rien n'égalait non plus l'orgueil de ces bourgeois de Flandre. Il semblait qu'aucune chose ne pût se faire que par eux, et que rien ne leur dût être difficile. Ils s'en allaient disant aux Picards: « Quand les Anglais vont savoir que mes seigneurs de Gand se sont armés et viennent les assiéger avec toute leur puissance, ils ne nous attendront pas, quittant leur ville, ils s'enfuiront en Angleterre. » Les Flamands se trompaient beaucoup, car il n'y avait rien qui fût plus cher aux Anglais de toutes leurs conquêtes que leur ville de Calais. Le roi Henri, les princes de son sang, son conseil et les États d'Angleterre étaient résolus d'un commun accord à faire les derniers efforts pour la conserver. Les Anglais se préparaient à secourir plus puissamment leur ville. Le duc de Gloucester avait rassemblé une forte armée et il allait traverser la mer. Pour lors, les Flamands commencèrent à entrer en grand tumulte et à murmurer plus que jamais. Ils disaient que les conseillers du duc les avaient trahis et qu'on leur avait promis que la ville serait assiégée aussi bien par mer que par terre. Leur capitaine ne savait plus comment les contenir. Cependant, le duc tint conseil. Il avait choisi son champ de bataille pour combattre le duc de Gloucester lorsqu'il serait descendu à Calais. En un mot, tout se préparait pour la journée qui devait décider le succès de la guerre. Dans ce conseil avaient été appelés les capitaines des gens des communes. Il les trouva encore d'assez bonne volonté et sensibles à ses instances. Par malheur, ce jour-là même, les Anglais firent une forte sortie et vinrent attaquer la Bastille. Le duc de Bourgogne y courut aussitôt avec ses chevaliers et se mit à pied pour combattre avec les Flamands. Il n'était plus temps, l'assaut des Anglais avait été prompt et rude. Les Flamands s'étaient assez mal défendus et la Bastille avait été prise sans beaucoup de résistance. Pour ajouter encore au trouble où étaient les communes, les Anglais massacrèrent sous leurs yeux les prisonniers qu'ils venaient de faire afin de venger un de leurs chevaliers que les Flamands avaient arraché aux Picards et mis à mort. Dès lors, la sédition commença. Les communes s'assemblaient par troupes. « Nous sommes trahis, disait-on. Aucune des promesses qui nous ont été faites n'est tenue. Chaque jour, nos gens sont pris ou tués sans que les nobles se mettent en peine de venir nous défendre. Il faut partir et retourner en notre pays. » Le duc, plein de douleur, s'en vint tout aussitôt à la tente des Gantois et en fit entrer en grand nombre. Il leur représenta que le duc de Gloucester allait arriver, qu'il avait accepté son défi, qu'il avait promis de l'attendre, que s'il manquait à sa foi, nul prince ne serait couvert d'un si grand déshonneur, qu'il ne leur demandait que peu de jours. Ses conseillers, ses serviteurs tenaient les mêmes discours et conjuraient les Flamands. C'était peine perdue, leur dessein était arrêté. Quelques-uns des principaux répondaient courtoisement à leur seigneur et s'excusaient de leur mieux. Mais eussent-ils tenté de retenir les autres, ils n'auraient pas été écoutés non plus. Le duc, malgré son courroux et sa fierté, n'avait autre chose à faire qu'à endurer la brutalité de ses Flamands. Après en avoir délibéré avec son conseil, il leur fit dire que, puisqu'ils voulaient s'en aller, il partirait avec eux. Ces hommes d'armes les escorteraient jusqu'à Gravelines pour les défendre des sorties de l'ennemi. Ils répondirent insolemment qu'ils n'avaient peur de personne et se trouvaient assez puissants pour n'avoir pas besoin d'une telle escorte. Dès le soir, les Gantois et le grand doyen, tous les premiers commencèrent à plier leurs tentes et leurs pavillons, à charger leurs bagages, car c'étaient eux qui étaient les plus mutinés. On ne put empêcher le désordre, il n'y avait pas assez de charrettes pour tout emporter, on laissa une grande quantité de vivres. On défonçait les barriques de vin et de bière, c'était comme un pillage. Les malheureux marchands qui étaient venus au camp voyaient se perdre tout leur avoir. L'artillerie même n'était pas emmenée. « Allons, partons !» criaient les Flamands, « nous sommes tous trahis. » Eux-mêmes mirent le feu à leur logis et prirent en foule et en tumulte leur route vers Gravelines.
place ses meilleurs gendarmes et se mit en arrière-garde pour que du moins les Anglais ne courussent point à la poursuite de tout ce peuple. Sa douleur était grande. Recevoir un tel affront, lui à qui tout jusque-là avait si bien réussi, se voir toucher si gravement son honneur. Il ne s'en pouvait consoler et s'en allait chevauchant avec ses fidèles gentilshommes, s'entretenant avec eux de l'outrage que lui faisaient ses communes de Flandre, après l'avoir elle-même poussé à cette entreprise. On craignait qu'il ne tombât malade, tant son chagrin était cuisant. Ces gens des communes y laissaient en se retirant une portion de leur bagage. Les milices de Bruges, moins furieuses que celles de Gand pour ne pas perdre leur artillerie, l'avaient, faute de chevaux, traîné à force de bras jusqu'à Gravelines. Le duc essaya encore de retenir les Flamands et de les empêcher d'aller plus loin. Ses remontrances ne furent pas mieux écoutées que devant Calais. Il fut contraint de leur permettre de retourner dans leur ville. Le lendemain du jour où le siège de Calais avait été levé, le duc de Gloucester débarqua avec 10 000 combattants. Les Anglais commencèrent par ramasser toute l'artillerie que le duc avait laissée devant la ville. Le duc de Gloucester se répandit bientôt dans la campagne où il ne trouvait nulle résistance. Il mettait tout à feu et à sang. Bailleul et plusieurs autres gros villages furent brûlés. Les gens de Cassel se réunirent au nombre de 7 000, mais restèrent dans leurs murs, n'osant pas présenter le combat aux Anglais. Lorsque tout fut ravagé dans cette contrée, les Anglais passèrent du côté de Saint-Omer et dans l'Artois. Bientôt le pain commença à leur manquer, les maladies se mirent parmi eux, ils rentrèrent à Calais avec un butin énorme, chargé sur des charrettes que des paysans étaient contraints de conduire et ramenant une grande quantité de bétail. Pendant que le duc de Gloucester dévastait ainsi la Flandre et les pays voisins, les vaisseaux qu'il avait transportés à Calais suivaient les côtes d'Ostende. Bien qu'il n'y eût plus sur cette flotte que des marins et quelques hommes de guerre, il descendait à terre. Ne trouvant que peu de résistance, il pillait et saccageait les villages, puis se rembarquait aussitôt qu'il craignait d'avoir à combattre. Le duc Philippe n'éprouva point d'abord beaucoup de regrets en voyant ces rebelles sujets de Flandre châtiés ainsi de leur désobéissance. Il y avait longtemps qu'ils vivaient dans la paix et dans la richesse. Ils étaient turbulents sans être vaillants, n'avaient plus nulle connaissance des choses de la guerre et ne savaient pas se défendre. Mais leur malheur et les ravages des Anglais ne firent qu'accroître le désordre qu'avait déjà jeté parmi eux l'entreprise de Calais. Il fallut que le duc vînt en personne pour essayer de remettre le bon ordre. Ce ne pouvait pas être encore par la force, car rien n'était préparé pour dompter ces rebelles. Au moment où le duc espérait que sa complaisance avait tout calmé à Gand, il se passait à Bruges des désordres bien plus grands encore. Lorsque les gens de la milice avaient marché pour repousser les Anglais, ils avaient voulu passer par la ville de l'Écluse. Mais le sire Roland d'Utkerque, qui en était capitaine pour le duc, leur en avait refusé l'entrée et avait fermé la porte à leurs yeux même, les traitant de mutins et de traîtres et leur rappelant l'affaire de Calais. Pour lors, ils étaient revenus à Bruges dans une merveilleuse fureur. Se tenant en armes sur la place du marché, ils déclarèrent qu'ils ne se retireraient point que le sire Roland d'Utkerque ne fût puni de l'outrage qu'il leur avait fait. Ils voulaient aussi que la forteresse de l'Écluse fût démolie. « Pourquoi, disait-il, a-t-on permis qu'une telle forteresse fût bâtie sur le territoire du Franc, qui est une commune de Flandre, un des 4 membres? Ces gens de l'Écluse n'ont-ils pas refusé de marcher sous notre bannière pour revenir devant Calais ?» Un grand nombre de ces rebelles s'en retourna assiéger l'Écluse. Ils voulurent aussi que les gens du Franc fissent cause commune avec eux. Ils proposaient de leur accorder les mêmes franchises et les mêmes privilèges qu'à la ville de Bruges, afin de ne faire dorénavant qu'une même commune et un seul membre. Le duc retourna à Gand. Tout le soin et la complaisance qu'il avait mis à y apaiser la sédition se trouvaient maintenant perdus. Les gens de Bruges avaient adressé des lettres aux Gantois, leur avaient envoyé des députés et ils faisaient maintenant cause commune. On commença par présenter au duc de nouvelles remontrances. On lui demandait de faire punir le sire Roland d'Utkerque, de faire démolir les murailles de l'Écluse, d'accorder aux gens de Bruges tous les privilèges et libertés qu'ils réclamaient, et de réunir le Franc.
La patience du duc était à bout. Il venait d'apprendre que les nobles de Bourgogne qu'il avait mandés arrivaient à Lille. Se trouvant ainsi plus en force, il déclara aux Gantois qu'il voulait que les gens de Bruges fussent punis de leur insolence. Il ajouta qu'il n'entendrait à rien avant que ces rebelles n'eussent posé les armes et quitté la place du marché qu'ils occupaient depuis plus de 3 semaines. Les Gantois s'assemblèrent en armes au lieu accoutumé de leur réunion, sur le marché des vendredis. Les 52 métiers y étaient rangés en bel ordre, chacun sous sa bannière. Là, ils promirent de donner secours aux gens de Bruges et de ne jamais se séparer d'eux. Le duc n'avait en cet instant aucun moyen de dompter cette populace. Il dissimula son courroux et se retira à Lille. En même temps, d'après les ordres déjà donnés, les gentilshommes de Picardie et d'Artois s'étaient assemblés en grand nombre. Le duc pouvait maintenant employer la force, du moins le peuple le croyait ainsi. Les Gantois, qui n'étaient pas aussi insensés que les gens de Bruges et qui écoutaient encore les bons avis des riches bourgeois, se calmèrent tout aussitôt et quittèrent les armes. Le duc ne leur montra nulle sévérité et pardonna tout ce qui s'était passé. Il apaisa ainsi la sédition et régla pour le moment le gouvernement du pays de Gand et du comté de Flandre. Ensuite, le duc se mit en mesure de réduire les gens de Bruges. Les habitants, ou du moins les plus sages, virent bien qu'ils n'avaient rien de mieux à faire que de traiter avec leur seigneur. Ils lui envoyèrent des députés à Lille. Le duc répondit qu'il voulait avant tout qu'on n'en fût plus assemblé en armes sur la place du marché et que chacun retournât à son travail et dans sa maison. C'est ce qu'il était impossible de persuader à ces rebelles. Ils avaient mis de leur parti les gens de toutes les petites villes et des bourgades du pays et avaient ainsi renforcé leurs troupes. Les villes fermées et riches étaient au contraire restées fidèles au duc et vivaient en bonne intelligence avec la noblesse. Nieuport, Furnes, Bergues, Dunkerque, Gravelines s'étaient refusés à toute alliance avec Bruges. Le désordre continua encore pendant beaucoup de jours. Les hommes riches et raisonnables, loin de pouvoir se faire écouter, voyaient chaque jour leurs maisons pillées et leur vie menacée. Les gens de Bruges, se voyant de plus en plus resserrés et craignant la vengeance de leur seigneur, commencèrent à se calmer. Après avoir passé plus de 6 semaines en armes, ils quittèrent enfin la place du marché et se retirèrent chacun chez soi. Alors les échevins, les doyens des métiers, les jurés et tous les officiers et magistrats vinrent se présenter devant le duc dans son palais à Gand. Pour implorer sa miséricorde, ils se jetèrent à ses pieds et lui firent les plus humbles prières. Le duc, se montrant plus doux, consentit à pardonner. Il se trouvait satisfait de saisir un prétexte. Ses embarras étaient grands et il n'avait rien tant à cœur que de ne point s'engager dans une guerre longue et cruelle avec les Flamands, tandis qu'il avait à peine de quoi se défendre contre les Anglais et que les frontières de ces États de France étaient en proie aux ravages des écorcheurs. Ainsi, non seulement il accorda de nouveau sa bienveillance à la ville de Bruges et parut se fier aux promesses qu'elle lui faisait, mais il confirma et augmenta ses privilèges. Il rendit même cette grande peau de veau où était écrit le consentement de Bruges et celui des villes voisines à la gabelle du blé, et que 25 ans auparavant, il avait fallu aussi le remettre quand les Flamands avaient abandonné le duc Jean devant Montdidier. Tant de complaisance ne touchait point le cœur de tout le menu peuple. Il n'y voyait que faiblesse, et les riches bourgeois ne pouvaient reprendre le dessus dans les villes de Flandre. 14 jours après que la paix eut été publiée et qu'on en eut remercié Dieu dans les églises, la sédition recommença tout de nouveau. Le désir de se venger des habitants de l'Écluse fut encore le motif du trouble. Les gens de Bruges prétendirent que le duc n'avait pas prononcé sur ce point et que l'Écluse était dans leur juridiction. Les gentilshommes avaient acquis grand pouvoir sur les gens de l'Écluse. La guerre fut rallumée. Les magistrats et les premiers bourgeois de Bruges, encore une fois emprisonnés, exilés, dépouillés. Le pays fut parcouru tantôt par des compagnies que conduisaient les gentilshommes, tantôt par la milice de Bruges. Le duc, qui n'avait ni la volonté ni le pouvoir d'employer des moyens de rigueur, convoqua à Gand les 3 États de Flandre pour prononcer sur le droit que prétendait la ville de Bruges de soumettre l'Écluse à sa juridiction. Il retourna même à Bruges et s'y montra doux et gracieux aux habitants. Il répéta cependant que sa ferme volonté était que l'Écluse ne connusse d'autre juridiction que celle du comte de Flandre. Qu'il entendait aussi que le franc continuât à former une commune séparée, enfin que les exils prononcés contre les magistrats de l'Écluse et même contre ses propres officiers fussent révoqués. Après avoir ainsi déclaré son intention, il laissa les États en délibérer et retourna à Lille. Aussitôt après, le duc retourna aux fâcheuses affaires de ces villes de Flandre. De nouveaux sujets de discorde s'élevaient chaque jour.
Sur ces entrefaites, le duc revint et trouva les esprits plus agités que jamais. Une nuit, on vint l'avertir que les 4 principaux métiers prenaient les armes. Sur le champ, il se leva et fit armer tous ses hommes. C'était un faux avis, mais il en résulta un tumulte véritable. Le peuple se prit à dire qu'il y avait de méchantes gens qui le calomniaient auprès de son seigneur, et sa fureur contre les gens riches et les magistrats devint plus vive que jamais. Le duc, voyant que tout semblait tranquille pour le moment et que les États n'osaient point lui être complètement favorables, décida la chose de sa propre autorité, selon ce qu'il avait déjà annoncé comme sa volonté. Le calme dura peu, ainsi qu'il eût été facile de le prévoir. Rien ne pouvait remettre dans la bonne voie les esprits de tous ces Flamands que l'entreprise de Calais avait tirés de leurs habitudes de repos. À peine Gand était-il un peu calmé que les troubles recommencèrent à Bruges. À ce moment arriva la nouvelle que les Gantois avaient mis à mort leur grand doyen. Il n'en fallut pas davantage. Le peuple prit les armes et se mit à parcourir les rues. La populace était plus animée qu'elle ne l'avait jamais été. Le duc résolut enfin de tirer vengeance d'une telle rébellion. Les hommes riches et sages de la ville le conjuraient de les secourir, de les sauver de cette foule furieuse. Les séditieux commencèrent à s'inquiéter du courroux de leur seigneur. Ils envoyèrent à Gand et dans les autres villes de Flandre des députés qui, cette fois, ne reçurent pas grand accueil. Alors on eut recours aux gens des nations, comme on appelait les marchands étrangers. Ils s'en vinrent à Lille intercéder le duc. Ce prince répondit qu'il allait partir pour aller en Hollande régler les affaires de la succession de Madame Jacqueline, morte au mois d'octobre de l'année précédente, et qu'il prendrait sa route par Bruges. En effet, il tarda peu à se mettre en chemin avec une suite de 1400 hommes. Il emmenait avec lui ses principaux serviteurs et ses meilleurs chevaliers. Le maréchal de l'Isle-Adam, qui venait de laisser surprendre Pontoise par les Anglais, ce dont il avait été fort blâmé, était venu de France servir la cause du duc de Bourgogne. Le prince s'arrêta à Roslar, à quelques lieues de Bruges, et envoya ses fourriers faire ses logements dans la ville. Ils y entrèrent sans nulle difficulté, et le duc arriva devant la porte de Bruges, avec tout son monde. Le chapitre de la cathédrale était venu au-devant de lui, ainsi que tous les bourgmestres, les échevins et tous les magistrats. Quand ils virent toute cette armée, ils conjurèrent le duc d'entrer dans la ville, seulement avec ses serviteurs et ses chevaliers, et d'envoyer ses archers et tout le reste de sa troupe à Mal, où l'on allait leur préparer des vivres et des logements. Le duc répartit qu'il voulait seulement que son armée traversât la ville, afin de se rendre à l'Écluse, où elle s'embarquerait pour la Hollande. Les bourgeois insistaient toujours. Le duc était ferme dans son désir. Tous les seigneurs français de la suite du prince s'émerveillaient de voir la hardiesse avec laquelle ces bourgeois résistaient à la volonté de leur seigneur. Cela leur semblait fort étrange. Ils parlaient déjà de les saisir et de couper le cou à ceux qui avaient trempé dans les rébellions. Mais c'eût été chose dangereuse pour les serviteurs que le duc avait la veille envoyés dans la ville. Pendant les pourparlers qui avaient eu lieu devant la porte, le menu peuple s'était peu à peu échauffé de crainte et de fureur. « Le duc amène ses picards pour ravager la ville, disait-on. Personne ne sera épargné. » Les groupes se formaient sur les places et dans les rues. On prenait les armes, et tout était déjà en rumeur lorsque le duc commença son entrée. Cependant, il marchait sans redouter nul péril, et se croyait le maître. Il parvint ainsi jusqu'à la place du marché. Là, 2 braves bourgeois, hommes âgés et respectables, connus pour de grands ennemis du désordre, se présentèrent devant lui pour leur offrir leur hommage. Au même instant, la populace se précipita sur eux et les massacra sous ses yeux. Pour lors, les hommes d'armes prirent leurs épées, et les archers criant « Ville gagnée !» comme à un assaut, tirèrent sur le peuple. 10 ou 12 des mutins tombèrent morts, beaucoup d'autres furent blessés. Les flèches, les pierres, les bûches, les planches commencèrent à pleuvoir des fenêtres. On s'étonnait de la témérité d'une telle résistance quand tout à coup arriva le sire de Liedekerk, annonçant au duc que les hommes qu'il avait laissés pour la garde de la porte avaient été forcés, que la herse était baissée et que toute communication était impossible avec le reste de l'armée. Le danger était grand. Le duc ordonna de retourner vers la porte et, pour y arriver plus tôt, divisa sa petite troupe. Il fit sa retraite par la grande rue. Le nombre des assaillants croissait de moment en moment. Déjà, plus de 100 archers avaient été tués. Le combat devint plus rude encore en approchant de la porte. Les séditieux se précipitaient avec fureur sur la petite escorte du duc. Le maréchal de l'Isle-Adam, voyant les archers faiblir, mit pied à terre.
Pour leur donner l'exemple, il se porta en avant, croyant qu'il était suivi, il fut abandonné seul aux mains du peuple, et, à l'instant même, sans qu'on eût le temps de lui porter nul secours, il fut massacré. On lui arracha son collier de la toison d'or, on le dépouilla, on le traîna dans les rues, comme 20 ans auparavant le connétable d'Armagnac l'avait été sous ses yeux par la populace de Paris. Ceux qui restaient encore auprès du duc se serrèrent autour de lui. Sa vie était en péril, et rien ne paraissait pouvoir arrêter la rage de ces forcenés. Il n'écoutait personne. Enfin, un des doyens des métiers se résolut de l'arracher à la fureur du peuple. Pendant que l'on combattait encore devant la porte, il entra chez un serrurier, prit ses outils. À eux deux, ils brisèrent les serrures et ouvrirent la porte. Le duc et quelques autres gentilshommes sortirent en toute hâte. Le reste des Bourguignons demeura enfermé et tomba au pouvoir des rebelles au nombre d'environ 200. Plusieurs furent égorgés, d'autres se noyèrent dans les fossés en essayant de s'échapper. Dès le lendemain, le doyen fut décapité, son corps coupé en 4 quartiers fut exposé sur les portes de la ville, le serrurier fut aussi mis à mort. Le duc fut désespéré de cette déplorable aventure, et surtout de la mort de son fidèle partisan, le sire de l'Isle-Adam. Il retourna à Lille pour aviser aux moyens de réduire Bruges. Le seul qu'il employa d'abord fut de faire barrer les canaux et les rivières pour empêcher tout commerce. Les gens de Bruges, n'ayant plus rien à manger et enhardis d'avoir réussi à chasser leur seigneur, couraient la campagne par troupes armées, ravageaient le pays, démolissaient et brûlaient les châteaux de la noblesse. Ils osèrent même assiéger l'Écluse malgré la forte garnison que le duc y avait mise. Le pays de Flandre se voyait ruiné par une si cruelle guerre. Tout commerce avait cessé et nul ne pouvait plus cultiver son champ en paix. Les villes de Gand, d'Ypres, de Courtrai envoyaient sans cesse conjurer le duc de mettre ordre à un tel état des choses. Il ne leur donnait aucune réponse, espérant que du moins il ruinerait et affamerait cette méchante ville de Bruges. Enfin, les Gantois se lassèrent de ce que leur seigneur ne faisait rien pour avoir la paix. Les Gantois avaient donné ordre, dans leur ville et dans tous les bourgs de leur châtellenie, qu'il fût fourni un nombre d'hommes armés, pareil au nombre qui, l'année d'auparavant, avait marché à Calais afin de former un camp sur la route de Bruges. Ce n'était pas chose difficile en ce moment-là de rassembler des hommes en Flandre et de les employer à un service de guerre. Le capitaine des Gantois commença à exercer une grande autorité sur le pays de Flandre. Il défendit sous peine de la vie tout pillage et tout larcin. De quelque parti que fussent les délinquants qu'on lui amenait, il leur faisait tout aussitôt trancher la tête. De la sorte, il mit un terme aux courses de la garnison de l'Écluse, qu'on avait inutilement prié le duc de réprimer. Afin de parvenir à la paix, il jugea ensuite à propos de se rapprocher de Bruges. Déjà, les gens de Bruges avaient envoyé tous leurs magistrats en députation pour aviser, d'accord avec les autres villes de Flandre, au moyen de calmer les discordes et de rendre au commerce un cours tranquille et assuré. Après beaucoup de pourparlers, on leur imposa d'un commun accord la condition de se conformer à la sentence du duc et de laisser le franc former une commune séparée. Les bourgmestres de Bruges, les échevins, les conseillers, les capitaines de la bourgeoisie, les doyens et les jurés des métiers, voyant que tel était le ferme propos de tous les Flamands, y accédèrent à grand-peine. Il était plus difficile d'obtenir le consentement du peuple. Les députés le convoquèrent à leur retour. Là, sur la place de l'hôtel des échevins, devant une assemblée de plus de 20 000 personnes, ils donnèrent connaissance du traité qu'ils avaient signé. Peu à peu, la foule s'accrut, le tumulte, les cris s'élevèrent, tous répétaient qu'il fallait garder les vieilles libertés et les privilèges de la commune de Bruges. Les gens de Gand se trouvaient fort embarrassés. Ils avaient compté que la ville de Bruges céderait à leurs conseils et à leur puissance. Maintenant, il fallait agir par la force et commencer une guerre véritable. Il lui fallut s'avancer vers Bruges et en faire le siège. À Gand, le peuple changeait encore bien plus de volonté. Il avait espéré une meilleure et plus prompte issue. Il lui semblait que l'entreprise avait échoué. Les canaux étaient toujours fermés et le commerce interrompu. Cependant, les habitants de Bruges, abandonnés de tous les Flamands, resserrés de plus en plus par les troupes du duc, perdirent peu à peu leur insolence. Les riches bourgeois commencèrent à être écoutés. Pour obtenir plus d'indulgence encore, les gens de Bruges mirent en justice les hommes que, peu auparavant, ils écoutaient plus que tous et auxquels ils avaient témoigné un si grand amour. Les prisonniers qu'on avait gardés depuis le jour où le duc s'était à grand-peine échappé de la ville lui furent renvoyés, richement habillés et gratifiés d'une forte somme. Enfin, après avoir cherché ainsi tout ce qui pouvait apaiser leur seigneur, les gens de Bruges envoyèrent des députés. Le duc de Bourgogne consentit à les admettre en sa présence. Ils se mirent à genoux et entendirent dans cette humble attitude la lecture de tous les crimes de leurs citoyens. Ils crièrent « Merci, merci aux gens de votre ville de Bruges » et se traînèrent ainsi jusqu'aux pieds de leur seigneur.
Le duc donna alors l'ordre de lire sa sentence, prenant même en pitié ces pauvres députés, il les fit asseoir après les premières lignes entendues. Voici quelles étaient les conditions. Lorsque le duc fera sa première entrée, les magistrats viendront jusqu'à une lieue au-devant de lui sans chaperon et nu-pieds, se mettront à genoux et crieront « Merci ». Chaque fois que le duc ou ses successeurs entreront dans la ville, on viendra leur apporter les clés de toutes les portes. Rien n'égalait alors les calamités de cette malheureuse cité. Son commerce était perdu, la famine y avait fait naître une épidémie horrible qui avait emporté environ 20 000 personnes. Les autres villes de Flandre ne lui montraient nulle pitié et avaient peu de moyens de la secourir. Les rébellions n'étaient pas encore apaisées dans le territoire du Franc et ce désordre empêchait les vivres d'arriver à Bruges.